Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Actualité oblige, nous allons vous parler des événements qui se produisent actuellement en Algérie. Mais détrompez-vous, nous n'allons pas vous parler politique. Les autres émissions de Radio M le font très bien. Nous allons plutôt vous parler de la tension actuelle que subissent les Algériens. C'est suite aux différentes publications Facebook que m'est venue cette idée. À la veille de chaque déclaration importante de l'État, je vois sur mon fil d'actualité des personnes se plaindre. Jetne la tension, dokitla les sokor ou encore je vais devenir cardiaque à ce rythme-là. La pression est à son comble et notre santé pourrait bien en pâtir. À moins de mettre en place des cellules psychologiques pour libérer la parole et faire descendre la pression. Mais au fait, pourquoi avons-nous tant besoin de mettre des mots sur les mots ? Mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Le stress, la tension ou l'anxiété ont-ils une incidence sur notre santé ? Pour mieux nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir M. Nordine Ferraoun, psychologue de la santé et enseignant à l'école paramédicale de la santé militaire de Ain Nadja. Bonjour Monsieur Ferraoun. Bonjour Asma. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Là, c'est le mec. Pouvez-vous nous expliquer le rôle d'une cellule psychologique ? Alors, une cellule psychologique, ou si on peut dire une cellule d'écoute, on va dire, c'est un dispositif qui se met en place suite à des événements tels que la situation actuelle en Algérie, suite à des événements tels que les catastrophes naturelles, dont l'impact psychologique est très fort, dont la santé psychologique est menacée. Donc c'est un dispositif qui a pour objectif de prévenir les risques, on va dire, psychosociaux, et ça permet aussi d'extérioriser, et c'est-à-dire de prévenir les maladies sur la santé physique et mentale pour plus tard. L'importance de ce dispositif, c'est-à-dire sur l'avenir, parce que, c'est-à-dire, si on s'exprime pas, ou si on s'exprime mal, c'est-à-dire, il y a des répercussions et l'impact est très fort sur la santé psychologique et la santé physique pour plus tard. Donc, cet dispositif, cette cellule d'écoute ou cellule psychologique, elle est constituée par des psychiatres, des médecins, des psychologues, des infirmiers, c'est-à-dire des professionnels de la santé qui sont formés sur différentes techniques basées sur l'écoute active, sur le debriefing et tout ça. C'est-à-dire, c'est pas une simple discussion, ça peut se faire en individuel ou en groupe, c'est-à-dire on fait recours à un animateur, à un observateur, et à travers ce genre de technique, on pousse vraiment la personne à s'exprimer, à extérioriser ses peurs, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, c'est-à-dire sur le ressenti pendant l'événement HEDEC, et sur tout ce qui est, c'est-à-dire le vécu de l'événement, et surtout, c'est-à-dire la peur pour le futur, parce que ça reste que c'est une forme de changement, et l'être humain, c'est-à-dire il a peur pour tout ce qui est changement, même si c'est un changement positif. D'accord, très bien. Et vu les événements actuels, pensez-vous qu'on a besoin de mettre en place une cellule psychologique en Algérie ? Absolument, oui, absolument, parce que, c'est-à-dire, là on parle de tout ce qui est vulnérabilité psychologique et fragilité psychologique et émotionnelle, c'est-à-dire parce que l'être humain, il va pas, c'est-à-dire, il va pas vivre seulement un seul événement dans sa vie, mais c'est une généralité, c'est-à-dire c'est un ensemble des événements, et chaque événement, il a un impact sur la santé psychologique et physique de la personne, y compris le mariage, le travail, c'est-à-dire tout ce qui est stress de la vie quotidienne. Et en plus, on rajoute tout ce qui est événement, par exemple l'événement actuel, c'est-à-dire dans notre pays, tout ce qui est événement politique. Donc, c'est-à-dire c'est très important d'installer une cellule psychologique pour prévenir. Et à travers cette cellule psychologique, on peut aussi détecter les personnes, c'est-à-dire à risque,
risque, les personnes qui peuvent développer des maladies physiques ou psychologiques, c'est-à-dire suite à ce genre d'événements politiques pour plus tard. C'est-à-dire, à travers cette cellule, on peut identifier et détecter les personnes qui sont dans le besoin d'un accompagnement et d'une prise en charge psychologique. Je serais tentée de vous dire, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire maintenant, on ne peut pas dire que les gens ne parlent pas. S'ils parlent sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont plusieurs amis, enfin sur les réseaux sociaux, plusieurs contacts, donc ils parlent. Donc je me dis peut-être que les réseaux sociaux remplacent les cellules psychologiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les réseaux sociaux, ça permet de s'exprimer, mais c'est une autre manière d'expression parce que, c'est-à-dire là, on parle d'une communication récente et nouvelle, c'est la communication systémique. C'est-à-dire la communication, elle est composée d'une communication verbale, d'une communication non verbale et d'une communication paraverbale. C'est-à-dire dans les réseaux sociaux, on trouve seulement les textes. Et les textes, et généralement, c'est des textes, c'est-à-dire on n'est pas en face à la personne, on fait pas, c'est-à-dire la personne qui nous écoute, c'est-à-dire elle n'est pas formée sur les différentes techniques, c'est-à-dire tout ce qui est écoute active, débriefing et tout ça, c'est-à-dire elle n'est pas vraiment apte, ça peut soulager, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ça peut vraiment apaiser tout ce qui est peur générale, tout ce qui est stress général, mais ça ne remplace jamais un professionnel de la santé, ça ne remplace pas une cellule d'écoute. D'accord, c'est-à-dire que la personne aussi, elle est dans une cellule psychologique, elle est en face, et elle est avec un professionnel, peut-être elle aura plus tendance à verbaliser ses angoisses que quand en privé, plutôt qu'en public, sur Facebook, voilà, on parle des grandes lignes, mais pas forcément de ses états d'âme et de comment on interprète la situation. Tout à fait, exactement, parce que quand on est en face à un professionnel de la santé, il y a ce qu'on appelle les questions clés pendant l'entretien psychologique. C'est des questions clés qui poussent la personne à s'exprimer sur le plan surtout émotionnel, parce que ce côté-là, ce côté émotionnel, c'est lui qui a un impact plus tard sur la santé mentale. Et surtout, cette personne, elle est là, c'est-à-dire elle ouvre la plaie et elle a la capacité aussi de ramasser la personne pour plus tard. Il y a pas, c'est-à-dire elle est basée sur pas mal de principes, il n'y a pas de jugement de valeur. On est dans l'acceptation, quelle que soit la personnalité de la personne, quel que soit l'environnement, quels que soient les facteurs psychologiques, on est là pour la personne. C'est une approche centrée sur la personne elle-même. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit très très souvent sur les réseaux sociaux. Maintenant, les personnes, enfin les contacts, les amis sur Facebook, ils ne veulent pas entendre parler de négatif. Ça, c'est déjà une première, parce que d'habitude, on dirait, on est plutôt tendance à être pessimiste, mais là, c'est une première. Donc les gens, dès qu'on dit que c'est un complot, dès qu'on parle de... Donc les gens, ils rejettent. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est aussi le fait que chaque personne, comment elle vit l'événement. On peut le vivre en communauté, tous ensemble, mais chaque personne, qu'est-ce que ça peut faire monter comme angoisse, comme anxiété, ces événements. Donc c'est ça aussi Bien évidemment, parce qu'il y a pas mal de paramètres chez la personne elle-même. C'est-à-dire si on revient vraiment à l'enfance, cette personne, ce jeune-là, cet adulte qui est vraiment en face à cette société, c'est-à-dire si on revient à l'arrière, cette personne, elle est née avec, c'est-à-dire un acquis. C'est-à-dire elle est venue dans ce monde avec une certaine prédisposition. Et après, nous avons tout ce qui est acquis, tout ce qui est environnement social. Et après, c'est-à-dire quand la personnalité, elle se forge, chaque personne, comment elle interprète les événements actuels, et chaque personne, comment elle peut, c'est-à-dire surmonter et faire face à ce stress généré par les événements actuels. Donc il y a une certaine vulnérabilité psychologique chez certains, comme on peut la retrouver, on peut ne pas la retrouver chez d'autres. Et c'est-à-dire peu importe le statut social ou professionnel. Tout à fait. On est tous égaux face à l'angoisse et à nos peurs intérieures. Tout à fait. C'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines personnes où la prédisposition, la vulnérabilité émotionnelle et psychologique, elle est déjà là. Donc on fait très attention à ce genre de personnalité, parce que ça risque vraiment d'influencer sur le relationnel de cette personne. Cette personne en situation de risque, elle peut vraiment développer des maladies justement, voilà, très bien. Vous pouvez m'en parler sur
l'importance de verbaliser ses inquiétudes, parce que si on ne verbalise pas finalement, ça engendre une tension intérieure et un stress. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le stress, quel impact le stress, le fait de ne pas verbaliser, donc après ça engendre un stress, le stress, quel impact il peut avoir sur notre santé psychologique ? Bien évidemment, c'est-à-dire avant d'expliquer quoi que ce soit sur le stress, on doit savoir que, c'est-à-dire notre système nerveux et c'est-à-dire pour le grand public, notre système psychologique, on va dire, il est lié avec notre système, il est lié avec notre corps, il est lié avec le système immunitaire et avec notre système endocrinien. C'est-à-dire le stress, c'est des facteurs psychologiques, c'est purement psychologique et c'est-à-dire comment ce stress-là, il a un impact sur notre corps, bien évidemment, à travers le système immunitaire et à travers le système endocrinien. Le stress, il a on peut dire, pour objectif, son premier objectif, c'est d'affaiblir notre système immunitaire et c'est-à-dire on lutte mal contre notre corps et lutte mal contre les maladies, quand son système immunitaire, quand la défense, elle est vraiment pas optimale. Donc là, on risque de développer des maladies physiques, c'est-à-dire... Mais peut-être c'est l'accumulation du stress. Tout à fait, bien évidemment. C'est pas un seul stress, c'est l'accumulation du stress qui provoque tous ces dommages dans notre organisme. Tout à fait, parce que là, on parle du stress aigu et on parle aussi du stress chronique, c'est-à-dire quel que soit le type de stress et quel que soit le niveau de stress, parce qu'il y a la continuité dans le stress, c'est un stress quotidien. Et le danger, le danger du stress, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est stressé. Oui. Si je vous pose tout de suite la question sur une échelle de 0 à 10, c'est-à-dire à quel point vous êtes stressé, vous allez me dire 4. Mais c'est-à-dire, est-ce que réellement vous êtes stressé 4 sur 10 ? Et donc, on ne se rend pas compte qu'on est stressé. Et ce stress-là, c'est-à-dire à travers d'autres événements qui peuvent engendrer l'intensité du stress, c'est-à-dire notre corps, il est en train de lutter. Et au moment où nos réserves sont épuisées, nos réserves internes physiques sont épuisées, on peut développer des maladies psychosomatiques, maladies psychosomatiques et pas des maladies somatoformes. Parce que pour faire vraiment la différence, les maladies psychosomatiques, là où l'origine, elle est psychologique, elle peut être psychologique, c'est-à-dire comme facteur favorisant ou facteur déclenchant. Par contre, les maladies somatoformes, les symptômes physiques, ils sont là, mais sur tout ce qui est test médical et tout ça, il n'y a pas vraiment d'explication pour tout ce qui est symptômes physiques. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez quelles sont les maladies psychosomatiques les plus répandues ? Alors, les maladies psychosomatiques les plus répandues sont généralement les maladies gastro-intestinaux, y compris tout ce qui est côlon nerveux et tout ça. Et après, on a tout ce qui est dermique, on a tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est psoriasis, tout ce qui est maladie de la peau, tout ce qui est eczéma et tout ça. Donc, et après, on a d'autres maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, certaines pathologies cancéreuses. Donc, comme notre immunité, elle est touchée par le stress, donc notre corps, il lutte mal contre tout ce qui est menace qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, et ça affaiblit vraiment, et ça donne les mêmes symptômes qu'une maladie. C'est une maladie physique, c'est-à-dire l'organe, il est atteint, mais c'est-à-dire l'origine, elle peut être psychologique ou purement psychologique. Purement psychologique. Oui, tout à fait, exactement. C'est-à-dire, la personne, si elle n'avait pas eu ce stress chronique, elle aurait pu finalement éviter toutes ces maladies. Tout à fait, absolument, oui, parce que c'est-à-dire, les dernières recherches, elles parlent tout le temps du stress, parce que le stress, quand il est là, c'est-à-dire, il y a des dégâts, il y a certainement des dégâts, et quelle que soit notre façon de gestion, mais il y a des dégâts parce que si on ne fait pas vraiment un travail, c'est-à-dire avec des professionnels de la santé, je dirais bien, c'est pas parce que on trouve actuellement d'autres propositions, on va dire, sur tout ce qui est gestion de stress. On a l'impression de mieux gérer notre stress, mais le stress, il est là, il fait des dégâts, il a un impact sur notre corps, on ne se rend pas compte, l'organe, il est affaibli, et cette thématique de stress, cette histoire du stress, elle a été aussi abordée, c'est-à-dire par les anciens chercheurs dans le domaine de la psychologie, de la psychanalyse aussi, y compris par Freud, et avec sa théorie de l'organe
l'organe faible, c'est-à-dire quand l'organe il est faible, il est vulnérable à tout ce qui est maladie. Quand le stress il est là, quand le stress il provoque aussi, parce que je vais vous dire par exemple dans le cas où le côlon est irrité, c'est-à-dire le côlon est irrité, ok, on est bien d'accord, la cellule elle se régénère à chaque fois, mais au bout c'est-à-dire d'un certain temps, le corps il peut plus faire face, surtout c'est-à-dire quand il y a d'autres événements, c'est-à-dire qui peuvent engendrer d'autres stress, c'est-à-dire la menace elle est toujours là, elle persiste encore, donc notre corps il finit par épuiser ses ressources et par développer une maladie psychosomatique. D'accord, très très bien. Et par rapport à... là on voit qu'il y a un stress ambiant et on voit en même temps, paradoxalement, on est en train de parler de révolution joyeuse, on voit beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que l'humour, qui a pour rôle de libérer l'endorphine, de renforcer le système immunitaire, de réduire l'anxiété, est-ce que ça pourrait rééquilibrer ou bien ce n'est qu'une partie apparente de l'iceberg finalement? C'est-à-dire on rit, mais au fond, c'est comme si c'était un rire nerveux. C'est-à-dire on rit, ça va bien, tout va bien, mais au fond, on est un petit peu tendu. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à l'humour ce mécanisme de défense qu'est en train d'utiliser les Algériens en ce moment par rapport au rire. Tout à fait. L'humour. Absolument, oui. Je dirais en premier lieu que l'humour, c'est-à-dire est là pour objectif de réduire le niveau de stress, l'intensité du stress. Et aussi, moi, je tiens aussi à souligner que les événements actuels que nous vivons actuellement en Algérie, ils ont un fort impact émotionnel. Oui, parce qu'on est bien d'accord qu'on a tous regardé des vidéos sur les réseaux sociaux, là où les gens versent des larmes, là où les gens pleurent carrément, quelle que soit leur catégorie sociale ou professionnelle. Donc là, c'est un indicateur, ça nous permet de savoir et d'interpréter les choses, c'est-à-dire que l'impact psychologique, il est très fort. Donc, on a fait recours à cet humour-là pour vraiment apaiser c'est-à-dire la tension que nous vivons actuellement, et aussi ça permet, c'est-à-dire si on peut dire de solidifier, c'est-à-dire de créer une manière de s'exprimer. C'est une manière de s'exprimer et c'est une manière de renforcer aussi les relations, parce que c'est-à-dire les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire nous sommes là aujourd'hui à l'extérieur à exprimer notre besoin, on va dire, parce que ça reste que c'est un besoin, c'est notre sécurité, elle est menacée. Je parle de notre sécurité psychologique, c'est-à-dire ça peut inclure tout ce qui est futur, tout ce qui est travail, tout ce qui est études, tout ce qui est santé. Donc quand notre sécurité est menacée, et la sécurité c'est un besoin primaire chez l'être humain, donc on a tendance à un petit peu à banaliser un petit peu et à faire recours à cet humour-là pour dédramatiser un petit peu. Et moi je dirais que c'est-à-dire faut pas que ça soit vraiment d'une manière exagérée, bien sûr, parce que c'est-à-dire trop banaliser, ça permet se couper pas de la réalité aussi. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire il faut vraiment identifier, faire face au stress qu'on est, c'est-à-dire que ce stress il est vraiment installé dans notre société. Ça peut être un stress aigu, mais c'est-à-dire le danger, c'est-à-dire quand ça soit un stress chronique. Alors, en attendant de mettre en place des cellules psychologiques, vu qu'on est en train de vraiment réaliser son importance, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour gérer notre stress actuellement et affronter ce passage, finalement, ces moments historiques qui sont remplis de joie, mais remplis d'inquiétude aussi, il faut être honnête. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Tout à fait. Alors, concernant les conseils, tout d'abord, il faut se poser des questions. C'est-à-dire, parce que ça reste que, c'est-à-dire si on peut interpréter de l'extérieur l'événement actuel, c'est une forme de changement. C'est une forme de changement. Et je vous ai dit au début, le changement, quel que soit le type de changement négatif ou positif, c'est-à-dire il a un impact sur notre santé mentale, c'est-à-dire ça peut être un événement stressant, y compris le mariage comme exemple. Donc il faut se poser cette question. Il faut se poser certaines questions telles que, c'est-à-dire pourquoi j'aimerais bien participer à ces événements actuels, pourquoi, et c'est-à-dire pour quelles raisons. Quand on se pose ce genre de questions, ça nous permet d'identifier, c'est-à-dire ce qu'on veut, et c'est-à-dire dans la manière comme
comment on peut le réaliser. Et tout ça, ça nous permet de prévenir le stress. Et si on veut lutter vraiment contre le stress, donc la première question, est-ce que je suis stressé? Voilà, déjà identifier. Identifier, parce que avant quoi que ce soit, on doit identifier. La personne, elle peut, chez elle, commencer par se poser ce genre de questions. Est-ce que je suis stressé? Et ce stress-là, est-ce qu'il a affecté, c'est-à-dire mon relationnel, mon corps, ma vie quotidienne et tout ça? Donc, quand on finit par se poser ce genre de questions, est-ce qu'on fait recours à un professionnel de la santé? D'accord. Donc, là, on finit par dire oui ou par dire non. Quand on dit non, c'est-à-dire ça ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas stressé, mais ça peut dire aussi qu'on a mal identifié notre niveau de stress. Quand on fait recours à un professionnel de la santé, ce dernier-là, il peut vraiment identifier l'intensité et le taux de stress que nous vivons. Et après, nous devons travailler sur l'acceptation. Oui, je suis stressé. Je suis stressé 9 sur 10. Je suis stressé 5 sur 10. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et après, là, on passe au réapprentissage, on va dire. On ne va pas changer l'environnement social. On ne va pas changer les gens avec les gens de notre entourage. Mais on va changer notre façon de gérer notre stress. On peut travailler en premier lieu, parce que le stress, il donne des symptômes. Dans des symptômes physiques tels que la boule d'angoisse, la bouche qui devient sèche, fatigue, la lourdeur des épaules, les muscles au niveau de l'abdomen ils sont tendus, donc on respire très mal. Quand on respire très mal, notre cerveau il est mal aéré, mal oxygéné, donc il se met à la recherche de l'oxygène. On a des difficultés de concentration. On a des difficultés de concentration. Donc là, les insomnies aussi, je pense. Tout à fait, exactement. Tout ce qui est difficultés relationnelles, on devient un petit peu irrité avec les gens de notre entourage. Et tout ça, c'est-à-dire on rentre dans le cercle vicieux du stress. Donc là, en premier lieu, on va travailler après l'acceptation, l'identification et l'acceptation, on va travailler sur le réapprentissage. C'est-à-dire, ça fait toujours rire, c'est-à-dire apprendre à cette personne quelque chose qu'elle sait déjà faire. D'accord. Mais c'est-à-dire on le fait d'une manière scientifique, c'est-à-dire on va réapprendre à cette personne de bien respirer. C'est une respiration abdominale qui permet de décontracter les muscles au niveau de l'abdomen tout d'abord. Donc quand on respire, on commence à bien respirer, déjà les premiers résultats pour la lutte contre le stress, elles commencent à apparaître. Après, il y a d'autres techniques telles que la relaxation, les techniques de tout ce qui est séance de méditation, de mindfulness. Après, cohérence cardiaque aussi. Tout à fait, exactement. Vous pouvez trouver sur les réseaux, sur YouTube des vidéos de cohérence cardiaque. Vous pouvez les suivre. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire on réagit sur le physique tout d'abord à travers le mental et après on travaille sur l'origine du stress. C'est-à-dire si la personne elle est déjà en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire dans son milieu familial et social, il y a une exposition énorme au stress. On travaille aussi sur cette origine et après il y a d'autres techniques telles que la thérapie d'engagement et d'acceptation, et cette technique aussi, c'est-à-dire il y a plein de métaphores dans cette technique, il y a plein d'exercices de méditation, et ce qui est bien c'est que cette personne-là elle peut c'est-à-dire les pratiquer chez elle à la maison, et c'est-à-dire c'est des exercices qui peuvent être pratiqués toute la vie, c'est-à-dire c'est des exercices, moi je suis pour que ce soit, c'est-à-dire une culture. Oui, un travail d'entretien de notre exactement, c'est-à-dire pourquoi pas un module pour tout ce qui est culture psychologique, c'est-à-dire au niveau des lycées, au niveau des universités, on apprend à faire ce genre d'exercice, ça nous permet de faire vraiment face, parce que le meilleur travail, c'est la prévention. Quand on prévient vraiment, on fait un travail, c'est-à-dire on fait vraiment face à ce stress. Mais si on attend vraiment que le stress il est là et il fait des dégâts, le travail il risque d'être vraiment difficile. D'accord, c'est ça en fait. Faut pas laisser être envahi finalement par le stress au point de se couper de soi-même, parce que si on est dépassé par le stress, ça y est, on peut plus réfléchir rationnellement et calmement. Exactement, et le travail il risque de prendre beaucoup de temps, on risque de rentrer, c'est-à-dire on risque de tomber dans d'autres pathologies psychologiques telles que la dépression. Tout à fait. Parfois quand on est un petit peu
dans la psychiatrie, le stress, il peut être comme un facteur déclenchant d'une maladie psychiatrique. Et tout ça, c'est-à-dire tant que c'est évitable, c'est-à-dire on peut prévenir, on peut installer un mécanisme de prévention dans notre société, on peut vraiment réduire le taux de stress et c'est-à-dire entre-temps, on peut aussi booster tout ce qui est rendement social, on peut booster tout ce qui est rendement psychologique. Là, on travaille dans la psychologie de la santé, on travaille beaucoup plus aussi sur le bien-être de la personne avant de travailler sur le pathologique. Très bien. Et est-ce que, par exemple, faire du sport, faire de la lecture, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des activités comme ça, du quotidien qu'on peut utiliser, si je puis dire comme ça, voilà, des activités du quotidien qu'on peut mettre en place plutôt, qui vont diminuer le taux de stress et nous déconnecter un petit peu de cette tension actuelle. Tout à fait. Nous, en tant que psychologues, nous encourageons les gens à vraiment pratiquer ce genre d'exercices tels que le sport, par exemple, la marche chez les personnes d'un certain âge, et aussi tout ce qui est... on parle aussi de tout ce qui est art-thérapie, tout à fait, voilà. Et tout ce qui est inclusion sociale, tout ce qui est utilité sociale, c'est-à-dire tout ce qui est volontariat, bénévolat au niveau des associations et tout ça. Le sport, je reviens au sport, ça permet de libérer des hormones telles que l'endorphine, telles que la dopamine et tout ça. C'est-à-dire nous travaillons sur le bien-être, ça permet énormément de réduire le taux de stress et il faut que ça soit une activité régulière, c'est-à-dire pas seulement je me sens stressé, je vais déstresser reviens et j'attends la prochaine fois où je suis stressé. Ça, c'est absolument, c'est-à-dire pas recommandé par nous en tant que psychologues, mais il faut que ça soit une activité vraiment du quotidien, on va dire. Parce que quand on dépense vraiment notre énergie et notre temps à pratiquer une activité là où on a vraiment le plaisir à la pratiquer, donc ça nous permet, ça permet de travailler sur notre bien-être et lutter d'une manière efficace contre le stress. Très bien. Et alors, vous avez dit, voilà, le sport, l'art-thérapie, ce ne serait-ce que dessiner des petits, voilà, imprimer sur Internet, des trucs de coloriage, des mandalas. Tout à fait. C'est juste vraiment pour s'occuper d'autre chose et voilà, écouter un petit peu de la musique et sortir un petit peu de cette tension. Cette tension ambiante, parce que bon, exactement. Il y a quand même, même si on veut pas le dire, mais il y a quand même une tension. Bon, il y a une tension. Moi, je dirais que c'est une tension énorme parce que la tension, quand elle est généralisée, elle peut passer inaperçue. Voilà, c'est-à-dire l'intensité de cet événement, des événements actuels sur le plan politique. Mais c'est-à-dire tout ce qui est bien-être, tout ce qui est santé physique et santé psychologique, ça ne peut pas attendre. C'est-à-dire, quels que soient les événements actuels, c'est-à-dire on doit vraiment faire attention à notre bien-être, faire attention à notre santé et ça ne peut absolument pas attendre. Et c'est-à-dire il faut que ça soit une culture, c'est-à-dire nous avons un objectif politique, on est bien d'accord, mais le soir on doit faire c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire. Il ne faut pas, c'est-à-dire à mettre de côté parce que c'est-à-dire notre état psychologique ne doit pas être négligé. Tout à fait, exactement. C'est des besoins primaires, c'est-à-dire c'est comme le besoin de dormir, le besoin de manger, le besoin d'être en sécurité, c'est-à-dire être en sécurité, notre bien-être, ça nous permet vraiment d'être efficace et de bien, c'est-à-dire atteindre nos objectifs et de bien lutter contre... Justement, voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, finalement, on se donne des ressources. En étant plus apaisé, plus calme, on se donne plus de ressources pour perpétuer le combat. Tout à fait, exactement, parce que les marches, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de faire chaque vendredi, heureusement qu'il y a l'intervalle durant la semaine, parce que ça permet vraiment de se ressourcer, parce que vous imaginez le risque, c'est-à-dire quand il y a des marches tous les jours, par exemple, quand l'intensité des événements politiques... On peut que craquer.
on peut que craquer à un certain moment et ça peut dégénérer, ça peut créer d'autres problèmes parce qu'on a des difficultés de concentration et le danger c'est qu'on peut mal réagir à une certaine situation et ça peut provoquer vraiment c'est-à-dire l'impact, il risque d'être très fort. Et justement, là pour l'instant, on est dans le Pacifique, mais au bout d'un certain moment, il y aura l'usure, il y aura la fatigue, donc on risque vraiment de craquer à un certain moment. Donc vraiment, mieux vaut prendre soin de soi et pour faire dur et pour atteindre, arriver à là où on veut tout à atteindre fait, comme exactement. objectif. Il faut rester tout le temps, c'est-à-dire terre à terre. Il faut se ressourcer, c'est-à-dire quand on a la possibilité de ressourcer. Parce que je vais vous dire, si vous observez les gens pendant la marche, il y a des gens qui sont excités. Et on ne peut pas être excité tout le temps. Ouais, Par exemple, on peut aller, c'est-à-dire regarder un match de foot. On est excité, on peut, c'est-à-dire chanter, on peut, mais c'est-à-dire notre corps, il peut pas suivre ce rythme-là pendant une semaine. On ne peut pas être excité. On doit se ressourcer, on doit bien dormir, parce que on doit bien manger aussi, on doit bien réfléchir, on doit prendre lucide, le recul pour bien vraiment avancer pour plus tard. Très bien. Et on a vu dans les marches, il y a des brassards verts qui composé, c'est un petit collectif composé d'infirmiers, de personnes qui nettoient après les marches. C'est vrai ils n'ont jamais pensé à mettre en place des cellules psychologiques, mais comment ça peut se mettre en place concrètement ? Est-ce que vous, bénévolement bien sûr, est-ce que vous conseillez qu'il y ait par exemple au niveau des grandes artères d'Alger-Centre ou des grandes villes d'Algérie, est-ce que ce serait intéressant de mettre des psychologues, des petits espaces avec une tonnelle comme ça, où il y a des psychologues, et les gens qui veulent venir parler, ils en parlent. Est-ce que vous pensez que c'est ça concrètement une cellule psychologique ? Exactement, c'est exactement ça, une cellule psychologique. Ça peut être sous forme des chapiteaux dans un coin un petit peu éloigné c'est-à-dire d'une certaine distance, on va dire, des lieux des événements. Et c'est-à-dire les bénévoles, ils sont là, les travailleurs de la santé, et ils sont là. Et il faut que ça soit cadré aussi. Ça peut se faire comme une séance individuelle ou en groupe. Pourquoi j'insiste sur le mot cadré ? Il ne faut pas que ça soit banalisé, il ne faut pas que ça soit une simple discussion. Il ne faut pas que ça soit une discussion, on va dire, purement politique. Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Parce que, et après, sur le résultat de cette séance, il risque d'être vraiment minime et banal. Mais il faut que ça soit vraiment une séance basée sur un apport théorique et pratique et guidée. C'est une séance vraiment guidée à travers des questions semi-directes, là où on permet, c'est-à-dire chaque séance elle a un objectif, c'est-à-dire ça permet vraiment d'absorber l'intensité de ce stress-là. C'est des questions clés sur le plan beaucoup plus émotionnel, et après on doit aussi suivre un ordre chronologique des questions aussi, et ramasser surtout par la suite, parce que on peut vraiment, c'est-à-dire faire sortir des choses qui sont associées à d'autres traumatismes, tels que les traumas transgénérationnels, c'est-à-dire que nous avons vécu ou que nos parents ils ont vécu pendant la décennie noire. Donc ça permet de réveiller certains traumatismes, et donc il ne faut pas que ça soit c'est-à-dire des traumatismes sur traumatismes. Tout à fait, donc, oui, on ne s'en sort plus après. Tout à fait, donc on dissocie tout ce qui est impact politique, tout ce qui est traumatisme, de la douleur et du stress, c'est-à-dire quand on peut vraiment dissocier cette douleur et ce stress-là, on est bien d'accord que là, on a pu atteindre notre objectif. Donc, d'ailleurs, c'est très bien de nous expliquer ça comme ça. On peut lancer un appel aux bénévoles, aux psychologues bénévoles qui veulent mettre en place des cellules psychologiques. On peut le faire sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Les gens, ils se rapprochent. Et... En tout cas, je vous remercie infiniment. C'est très, 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 très enrichissant. Ça permet de structurer les choses, vraiment de structurer les choses, et d'être plus patient et d'être indulgent aussi avec soi-même, parce qu'il y a des tensions actuelles. Mieux vaut aller comme ça, Inch'Allah, on arrivera à nos objectifs très très prochainement. Donc je vous remercie encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Allah yisselmek. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et sur le site radio-m.net.
et également sur SoundCloud. Et en attendant la semaine prochaine, le combat continue. À bien très bientôt. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.